Bonjour à toutes et tous, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Dunk Hebdo. Je suis aujourd'hui avec Tom. Tom, comment ça va? Ça va et toi, Greg? Ça va très bien, on va parler d'une équipe qui m'a intrigué toute la saison, le Orlando Magic. J'avoue que c'était une équipe sur laquelle j'ai posé des yeux curieux pendant 82 matchs de saison régulière et qui sur cette série avec les Celtics qui s'est terminée il y a 2 ou 3 nuits, je crois, m'a aussi posé beaucoup de questions. Et j'ai un avis, je pense, assez contrasté. J'ai hâte d'en discuter avec toi. On s'est Ouais, fait une petite trame ensemble pour discuter du Magic. clairement. Avant de commencer ça, on vous rappelle évidemment de nous envoyer un maximum d'amour sur vos plateformes préférées, les pouces en l'air sur YouTube, les commentaires si vous voulez participer aux discussions. On essaie de vous répondre le plus possible et on vous remercie pour les discussions que ça crée parfois. Sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas également à nous lâcher des étoiles ou des likes. Je ne sais pas laquelle vous utilisez, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir par ces formes-là. On va attaquer ce post-mortem spécial Orlando Magic pour jauger un peu de la réussite de leur saison. Une équipe bizarre hein, cette année, Tom. Moi, ma sensation générale, c'était que la saison passée, je trouvais ma manière d'aborder Orlando et de ce que je lisais aussi en ligne, notamment dans des articles sur Twitter et puis aussi dans certains contenus podcast, YouTube ou autres, j'avais l'impression qu'on manquait peut-être un peu de nuances sur Orlando. Et bizarrement, j'ai trouvé que cette saison, c'est difficile d'en faire preuve tant les défauts de cette équipe sont contrastés et marqués, encore plus que la saison passée. C'est-à-dire que ce qu'on reprochait à Orlando la saison passée, j'ai l'impression qu'on peut le reprocher encore plus aujourd'hui, peut-être parce que l'échec est un petit peu plus grand, un petit peu plus marquant, mais on va revenir dessus un peu plus en détail. On va faire d'abord un petit récap de cette série face aux Boston Celtics. Alors les Boston Celtics évidemment en route pour essayer de choper le back-to-back et un nouveau titre pour cette franchise. Orlando qui a un petit peu plus galéré que la saison passée. La saison passée, ils étaient face à des Cavs contre lesquels ils se battaient au classement général de la conférence Est pendant la saison 2023-24. Là, cette saison, Orlando a un petit peu plus galéré et on se retrouve dans une série face aux Celtics où il y a beaucoup de problèmes, j'allais dire presque structurels, malgré de très bonnes idées face à Boston, et malgré surtout un essai, quoi. Il y a vraiment un effort qui a été fait du Magic face à cette équipe des Celtics qui paraissait pourtant imbattable. Et ben, on l'a vu, hein, ça n'a pas réellement fonctionné, quoi. Mhm. C'est vrai que encore une fois, hein, tu vois, pour la deuxième fois de suite, effectivement, là, cette saison, c'était la saison de l'après-ascension, puisque l'année dernière était la saison de l'ascension, et là, ça devait être la saison de la confirmation. Et malheureusement, cette saison de la confirmation a été ponctuée de pas mal de blessures, hein, puisque durant cette saison, il y a eu justement les blessures au début de saison de Banchero, d'aussi Franz Wagner, qui sont revenus, du moins pendant la saison, même si ils ont pris du temps pour revenir au niveau qui était le leur juste avant les blessures. Mais aussi, il y a eu des blessures un peu plus importantes, notamment celle de Jalen Suggs qui s'est blessé gravement sur la fin de la saison, qui a pas pu revenir, ainsi que un joueur qui est souvent oublié, mais Maurice Wagner, Maurice Wagner qui est un joueur très très important dans la structure de cette équipe puisque c'est le seul intérieur offensif, on va dire quand tu prends les joueurs les grands qui joue dans cette équipe-là, c'est le seul joueur offensif qui peut apporter justement quelque chose de différent en dehors de Paolo Banchero offensivement de grande taille. Donc voilà, il se présente justement face à cette équipe pardon, de Boston avec justement en étant privé de ces diminué et privé de ces armes-là. Et on a vu une équipe du Magic qui s'en est remis à on va dire du Banchero Ball, hein. Je sais pas, on peut appeler ça comme ça, du Banchero Beaucoup de Ball avec responsabilités offensives pour beaucoup de Banquero. responsabilités offensives et offensivement avec et sans la balle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand il avait la balle justement avait le plan de jeu offensif et attaquait la défense de façon très frontale et qui pouvait aussi, par exemple, dans des situations off-ball, se retrouver, notamment jouer peut-être des fois des petites sorties d'écran enfin quand il était marqué par Lawford, il était un peu contrôlé par Kristaps Porzingis de loin si jamais il voulait faire du pull-up. Mais voilà, il a dû encore une fois se prendre toute la défense de Boston sur le paletot et il n'y avait pas la possibilité pour lui de créer d'énormes décalages. Donc lui, il a pu mettre ses tirs dedans. Malheureusement, ça a pas pu, enfin, il n'y a pas pu avoir énormément de diffusion
sur l'ensemble de son équipe. Et ensuite, on a eu son autre acolyte, hein, Franz Wagner, qui, pour moi, il y a un joueur qui est vraiment solide. On l'a vu, par exemple, Wagner assez à l'aise par exemple, sur les pénétrations, notamment pour finir face à Porzingis, trouver des finishes sur les drives et tout ça. Mais c'est vrai qu'il a été très en difficulté avec son tir, que ce soit à 3 points et un peu dans la zone à distance quand il fallait se créer des situations, par exemple, en contre un arrêté. Il a été un petit peu en difficulté avec ça. Et malheureusement, ça a fait que malgré la bonne défense, en tout cas relative d'Orlando, puisque eux, ils ont une stratégie très intéressante de couper justement le 3 points de Boston. Donc, ils ont essayé de couper justement tous les 3 points, dans les coins, tout ça pour limiter justement le niveau, voilà, le niveau d'attaque de Boston, puisque c'est une équipe, voilà, c'est une équipe qui en prend peu et qui en convertit peu, hein. C'est l'une des pires équipes de la saison à 3 points, voire même historiquement, c'est une des équipes qui est une des plus basses, marques, qui a une des plus basses marques, en tout cas par rapport à la moyenne. Mais en plus, voilà, c'est une équipe qui a eu vraiment des difficultés offensives. On a les deux joueurs majeurs qui ont été bien muselés par Boston, et ensuite le supporting cast qui s'est asséché, qui n'a rien pu mettre dedans, et qui n'a pas justifié justement toutes les attentes qui étaient placées en lui. Oui, et l'expression pour moi la plus Orlando, la plus magique de cette série, c'est clairement l'absence de spacing. Ça a été une souffrance pour Orlando, ça a été une souffrance toute la saison, et ça n'a pas dérogé à la règle sur cette série de playoffs face à Boston. En plus, la défense extérieure de Boston est évidemment élite. T'as que des joueurs qui sont super forts sur l'extérieur. Le moins bon, c'est peut-être Jaylen Brown, mais à côté de lui, t'as Jrue Holiday, t'as Derrick White, t'as Jason Tatum, et puis t'as Al Horford qui a toujours de la mobilité alors qu'il a 100 000 ans. T'as Kristaps Porzingis qui est dissuasif. Quand Paolo Banchero, tu l'as dit, veut pull-up à 3 points. C'était très compliqué de trouver des espaces, de trouver de l'aération dans le jeu, et de trouver aussi à la fois du volume à 3 points, mais aussi de l'adresse. Et on a vu notamment Kentavious Caldwell-Pope être en échec encore une fois après avoir passé une saison vraiment très fade, très triste pour Orlando à 3 points, alors qu'il avait été précisément recruté pour ça. Mais bon, quand on joue plus avec Nikola Jokic, on a toujours une petite baisse de rendement. On salue Bruce Brown au passage. C'est ce qu'on se disait en off. Mais oui, le spacing aux abonnés absents. Et puis, on avait noté ça ensemble en off aussi, mais le défi physique. Défi physique imposé par Boston. On parle des séries Houston, Golden State, etc. Mais Boston le fait peut-être un petit peu plus proprement. Mais le défi physique imposé par Boston, qui est une équipe très grande, qui est une équipe qui encaisse très bien les contacts, qui provoque très bien aussi les contacts en attaque. J'ai senti un peu Orlando un peu vert sur le défi physique, sans faire de jeu de mots ni sur la couleur bleue d'Orlando ni sur le vert des Celtics, mais j'ai senti Orlando un peu jeune, un peu frêle, pas forcément préparé à ce défi physique très play-off, et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est pourtant une équipe qui a une rotation intérieure très grande. Alors certes, Mo Wagner n'était pas forcément disponible, mais tu as quand même Wendell Carter Jr., tu as quand même Goga Bitadze, tu as quand même Paolo Banchero, on parle quand même de mecs qui sont à la fois solides, dimensionnés pour occuper de l'espace dans les raquettes. Et puis ensuite, sur la ligne extérieure, tu as Franz Wagner, et puis tu as des joueurs, Anthony Black, c'est grand, c'est un guard qui est grand, qui a une vraie dimension physique, qui est capable d'encaisser des coups, mais pourtant, ils se sont fait complètement dominer par cette équipe des Celtics. Oui, il y a eu la domination physique, et aussi justement le côté, tu vois, on a parlé justement de la compensation par rapport aux tirs à 3 points qui ont réussi à gêner Boston un peu sur le tir à 3 points, mais Boston a quand même continué à driver, sauf que voilà, ils ont le drive and kick s'est transformé en drive and foul, et on a eu Boston beaucoup aller on a vu beaucoup Boston aller justement sur la ligne des lancers francs, hein. Ils avaient beaucoup plus d'agressivité justement sur l'ensemble des matchs, et voilà, ils se sont régalés sur la ligne des lancers francs. Historiquement, Boston, c'est une équipe qui est un peu qualifiée de jump shooting team, qui va prendre justement beaucoup de jump shots et qui va provoquer peu de pression au cercle et peu justement de lancers francs. Mais sur cette série-là, ils en ont eu pas mal, en tout cas par rapport à leur moyenne, et notamment Jason Tatum qui est allé sur la ligne quasiment 10 fois par match. Jaylen Brown aussi qui est allé pas mal sur la ligne, même si Jason Tatum il a raté un match suite à la blessure, enfin il est mal retombé, tout ça là, suite à une faute un peu bizarre d'ailleurs. Une faute un peu bizarre. Bon, écoute, ce sont les playoffs, dira-t-on. Oui, exactement. C'est l'arbitrage du premier tour.
Voilà, Sony No Playoff directement. comment. C'est ça. Donc voilà, on voit c'est justement cette agressivité dont tu parlais, ou du moins cette agressivité plus forte du côté de Boston qui justement a fait du mal à ce Magic qui une bonne équipe défensive qui a réussi à contenir justement Boston sur de la transition, mais n'a pas pu les arrêter sur le jeu de demi-terrain parce qu'ils ont posé, ils prenaient trop de fautes. Oui, et c'est ce qui est dommage parce que Orlando est la deuxième meilleure défense sur la saison régulière derrière Oklahoma City. Et là, on a senti cette défense en fait se faire complètement acculer sur un secteur sur lequel elle a été surprise. Moi, il y avait presque un élément de surprise. T'attends effectivement Boston sur le volume à 3 points, etc. Au pire, t'attends les post-ups de Porzingis. Ce sur quoi la défense d'Orlando a plutôt réussi, d'ailleurs à la fois le 3 points et les post-ups de Porzingis. Mais alors par contre, oui, effectivement, la faculté à générer des lancers francs largement supérieure à celle d'Orlando. Et puis pour parler des lancers francs, moi j'ai été un peu frustré par Paolo Banchero et son incapacité justement à générer davantage de lancers francs. Ça a été correct, ça a été dans sa moyenne, mais j'ai trouvé quand même que beaucoup de jeux trop à mi-distance pour un physique aussi délié et impressionnant, parce qu'il a à la fois la souplesse et l'élasticité et l'impact. Moi, clairement, on le compare souvent à LeBron James, mais il y a certains moves qu'il fait. Moi, je trouve que c'est plutôt Amar'e Stoudemire. La seule différence, c'est qu'en fait, Amar'e Stoudemire finissait au cercle. Paolo Banchero, c'est le Amar'e Stoudemire après blessure au genou qui prend des fadeaway, des fadeaway à New York, quoi. Bah, c'est plus, en gros, ce serait plus une version, entre guillemets, plus puissante de la version Blake Griffin à Détroit, quoi. Oui, c'est ça C'est ça. aussi, oui, absolument, oui. C'est un peu plus ça, quoi. Oui, c'est Donc, ça. c'est vrai que on demande de le voir dans un rôle avec justement un autre porteur de balle, puisqu'il a la polyvalence pour pouvoir être le rollman, pour pouvoir, tu Oui, vois, jouer le finir. pick and roll et pour aussi finir. Il a la polyvalence pour le faire, sauf qu'il y a personne, malheureusement, et on l'a bien vu, tu vois, dans le match 5, hein, le match 5 qui a clôturé cette série, où voilà, il a des problématiques de faute, justement, où il prend deux fautes rapidement et ensuite, tu vois, sur un N1 de Jalen Brown, là, il fait une faute bête, il doit sortir du troisième carton, et après c'est l'avalanche, quoi. C'est-à-dire que lui, il sort et offensivement, non seulement Orlando n'arrive plus à plus rien créer, n'arrive à plus rien créer sans lui, même si lui est un attaquant, on va dire, avec une efficacité très basse, hein, on va dire très basse, Oui, plutôt basse par rapport, enfin, quand on prend l'échelle des stars, il est plutôt en dessous de la moyenne assez oui, largement, oui, oui. plutôt que les autres. En tout cas, si on prend les premiers initiateurs, mais malgré lui, c'est un joueur hyper inefficace. Bah, sans lui, l'effectif ne fonctionne pas. On l'a vu, tu vois, encore une fois, dans cette période-là où personne n'arrive à se créer un tir. C'est ça. Personne n'arrive à, pas de jump shot, rien. Il y a Et rien. surtout, et surtout, personne n'arrive à créer de tir pour les autres. Oui. Et là, c'est le drame. Parce qu'en face, t'as Boston, quoi. Boston, c'est très difficile de créer de la séparation, mais c'est encore plus difficile sur le 1 contre 1 parce que, encore une fois, tous leurs défenseurs sont capables de te prendre et tu fais pas de chasse au mismatch contre Boston quand t'as l'arsenal offensif réduit, limité en talent et en nombre d'Orlando, quoi. Moi, j'ai vraiment senti Orlando limité, quoi, plafonné dans cette équipe face à Boston. Et malheureusement, je pense que contrairement à d'autres séries sur ces playoffs, j'ai l'impression que quelle que soit la match-up que Orlando aurait prise en face, je suis à peu près persuadé que leurs carences auraient été les mêmes et se seraient exprimées de la même façon et que Hum, Orlando aurait perdu de la même façon. hum. C'est vrai, tu vois, nos confrères du Trèfle, qui est un podcast spécialisé sur Boston, qu'on salue d'ailleurs, qui justement avait fait, on fait un podcast sur cette série-là, et effectivement, il y a quelque chose qu'ils ont noté que j'ai bien retenu, c'est que j'ai noté aussi en regardant certains matchs de la série, c'est qu'en fait, Boston a enlevé à Orlando quelque chose que toutes les attaques créent, c'est des close-out agressifs. Il y a, et ils ont noté ça, en fait. Il y a eu très peu de close-out agressifs sur les joueurs du Magic. On avait plutôt du semi-contesté où, en fait, tu contestes, mais tu t'es pas all-in, quoi. Tu t'es pas, voilà, t'avais vraiment encore beaucoup de maîtrise, quoi. Il y avait beaucoup de Ouais, maîtrise parce que les attaquants n'étaient pas assez dangereux pour permettre ça, quoi. c'est ça. Et en fait, tu plafonnes sur le talent. Là, on est vraiment sur une défaite qui exprime à la fois des problèmes structurels sur lesquels on va revenir sur les 3 dossiers de l'été, Mm. mais aussi sur un problème de talent. Il y a clairement un, une carence dans le talent d'Orlando qui commence à s'exprimer encore plus fort, je trouve, que les saisons précédentes.
Tu l'as dit, la saison précédente, c'était la saison de l'ascension, la saison de, disons, de l'éclosion. Mais là, en réalité, on se rend compte que pour certaines équipes, ça fonctionne. Cette éclosion donne effectivement des fruits ou des fleurs qui sont plutôt pérennes et sur lesquels tu peux vraiment construire un projet. Là, le projet est tellement déséquilibré entre la qualité de l'attaque, entre la non-qualité de l'attaque et la qualité de la défense, qu'en fait, tu as l'impression que tu dois refaire un chamboule-tout complet et que tu dois garder peut-être une option offensive, mais que tu dois tellement brader les autres pour aller chercher du dynamisme en attaque et des solutions offensives que forcément, ça va te rééquilibrer sur la défense et que tu vas perdre des points de ce côté-là. Et en fait, cette énigme, cette équation a été pour moi mise en contraste sur cette série de Boston, mais en réalité, c'est juste la conclusion d'une saison. Et je trouve que la série contre Boston ressemble à l'ensemble de la saison d'Orlando, quoi. Après, on a noté sur justement ce côté manque de pièces importantes. Par exemple, tu vois, un joueur comme Jalen Suggs, il est très important justement sur le jeu de loin pour étirer à la défense à 3 points. Ce n'est pas qu'un défenseur. Voilà, ce n'est pas qu'un défenseur. Il est aussi très bon pour justement provoquer du chaos et générer tout ce qui est transition par le playmaking défensif. Playmaking défensif qui te permet après de jouer de la transition. Et quand tu vois le niveau de l'attaque de demi-terrain d'Orlando, c'est une équipe pour laquelle la transition est vraiment vitale, quoi. Lui, il n'était pas là. Et on a aussi le côté Mo Wagner, qui est un joueur offensif, en tout cas au niveau des intérieurs. On est vraiment sur un des top joueurs offensifs qui sort du banc. Alors, c'est pas Nasrid, mais c'est pas loin, quoi. Ouais, en réalité, c'est pas loin. Voilà. Dans la hiérarchie offensive des pivots qui sortent de banc, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est ça. C'est pas très loin. Voilà. Donc, et on a senti justement que ces deux joueurs-là ont bien manqué, en tout cas dans les options, puisque quand tu regardes les joueurs de périmètre, entre guillemets, qui ont existé dans cette série, Gary Harris et Corey Joseph, en fait, ils étaient plus là pour poser des écrans. Moi, j'ai trouvé ils portaient un peu la balle. Ils étaient plus utilisés sur de la pose d'écran, des choses comme ça. Il y avait plus qu'un rôle inversé. Il y avait très peu de dynamisme. Peut-être Caleb Houston qui pouvait prendre quelques tirs de temps en temps, mais encore une fois, c'est trop peu pour cette équipe-là sur la traction arrière. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à un moment de cette équipe où ils sont allés au maximum. En tout cas, ils sont allés au maximum de ce que leur permet d'avoir une équipe basée autant sur un déséquilibre. C'est-à-dire que cette équipe-là, elle est équilibrée sur le fait d'être une excellente défense. Et ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de baisser un petit peu le niveau défensif pour beaucoup augmenter le niveau offensif. Mais on a pas mal d'équipes qui ont tenté de faire ça. Et certaines ont réussi. Par exemple, Dallas, Dallas avant que Nico Harrison pète un câble, Dallas qui était à la base une équipe basée sur un déséquilibre avec du tout pour l'attaque avec Doncic et qui s'est retrouvé avec un système où on va dire un système offensif autour d'un joueur héliocentré qui gère l'attaque. Donc on est devenu une équipe, en tout cas sur le run de playoff de l'an dernier, Dallas est devenu par exemple une équipe défensive qui s'appuie sur la capacité de scorer la capacité de scorer de Luka Doncic. On a eu les Wolves, les Wolves qui ont opéré ce changement-là aussi en faisant venir Rudy Gobert, puisque la saison d'éclosion des Wolves, on a une équipe qui fait entre guillemets du tout pour l'attaque avec du Malik Beasley, du Karl Anthony Towns, et là on ramène Rudy Gobert. Et en 2 saisons, on se retrouve avec la meilleure défense NBA. C'est ça. On ramène Rudy Gobert et là l'attaque qui était entre guillemets le point fort devient leur point faible puisqu'on a beaucoup plus de role-players de dépendance défensifs et on a du coup un revirement avec la dépendance au shot-making d'Anthony Edwards. C'est ça, exactement. Voilà. Et c'est ce qui va se passer justement au niveau d'Orlando, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de se passer de personnel défensif dans leur transition pour justement arriver à grimper les échelons. Et on a parlé des cas qui ont fonctionné, mais il y a aussi des cas qui n'ont pas fonctionné. Atlanta, qui avait une équipe hyper offensive, s'est dit on va mettre des joueurs de switch, on va rajouter des ailiers, machin. Là. Ça n'a pas fonctionné. Faux. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et on a eu aussi le cas de Sacramento aussi, qui avait une équipe très offensive et qui finalement a essayé de rajouter des profils défensifs par-ci là pour compléter. Ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Va falloir faire des choix, mais en tout cas, ils pourront plus se permettre d'être attentifs puisque non seulement la ligue avance aussi en même temps qu'eux, et de plus en plus vite.
mais aussi ils ont des problématiques contractuelles à régler bientôt. C'est ça. Et du coup, on passe au dossier de l'été. On passe à 3 dossiers en tout cas que le Magic va avoir sur sa table cet été. Le premier qu'on a noté avant de parler des problématiques contractuelles, c'est la problématique du spacing, l'équation même du spacing. On pensait que Kentavious Caldwell-Pope allait régler tout ou partie du spacing du Magic à son arrivée cet été, en tout cas l'été dernier. Ça n'a pas du tout été le cas cette saison. Bonne nouvelle cependant, c'est que Jalen Suggs a développé un petit peu son adresse extérieure et son volume également. Donc c'est devenu un shooter relativement fiable à l'extérieur, ce qui, vu son apport défensif, est extrêmement précieux pour Orlando. Mais bon, le chantier est quand même monumental, quoi, parce que Franz Wagner à 3 points, c'est quand même pas la folie. Paolo Banchero, c'est pas trop mal, notamment sur les pull-ups, mais c'est quand même difficile d'en faire un stretch big. Tu peux pas te baser là-dessus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va les mettre de temps en temps, mais ça peut pas être quelque chose sur quoi tu comptes pour être bon. Non, ça doit être un élément de surprise. Ça doit être un élément de surprise et ça doit être un élément de, comment dire, je trouve plus le mot. Bon, c'est pas grave. De surprise. Gardons surprise. De disruption, voilà, de disruption de la défense. C'est-à-dire que vraiment, tu prends le pull-up à 3 points parce que t'es relativement adroit là-dessus. Mais tu le prends parce que t'as un volume faible et t'es adroit parce que t'as un volume faible. Et la défense est contente de le donner. Ça, c'est un tir que la défense, avec lequel la défense est très bien pull-up à 3 points de Paolo Banchero. Ça fait écho aux 3 points de Victor Wembanyama cette saison avec les Spurs. Mais du coup, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste le poste 2 et il te reste le poste 5. Le poste 5, tu as Wendell Carter Jr. qui est capable de prendre des tirs à 3 points, qui est plutôt un joueur... dans la théorie. Voilà, il n'est pas respecté en fait. Exactement, c'est ça. En fait, comme il n'est pas respecté, tu en viens vite au problème du rebond. Sauf que comme c'est ton 5 qui prend le tir et que tu as personne au rebond, bah, tu te retrouves à encaisser des transitions. Et c'est là que ça va être difficile pour Orlando de se précipiter dans cette équation. C'est que tu as beau être une excellente défense, tu peux gérer la transition, tu peux gérer, disons, de perdre des ballons ou en tout cas de perdre des tirs. Mais si tu dois rééquilibrer ton attaque, trouver de l'efficacité, trouver du spacing et donc trouver de la performance et des shoots et les rentrer, tu vas forcément baisser. Et donc, tu vas forcément être beaucoup plus friable sur transition. Donc, Wendell Carter Jr. est-il encore le pivot qu'il faut à côté de Paolo Banchero dans le 5 majeur d'Orlando cet été? Je ne sais pas. Et puis, ce poste 2 avec Kentavious Caldwell-Pope aujourd'hui, on a vu Gary Harris, tu l'as dit, prendre des minutes sur ce poste aussi en play-off. Ça devient très difficile, la construction du spacing, parce qu'on a des joueurs très défensifs, on a un playmaker pour lui-même, Franz Wagner, au poste 3, qui, je trouve, dépose une partie du jeu d'Orlando à une certaine radiance par la gravité qu'il propose. Mais son arsenal offensif est-il le bon à côté de celui de Paolo Banchero? Il y a tellement de questions côté même Orlando. Si son passing c'est quand même développé pour les autres, tu vois, on voit, il voit pas mal de, entre guillemets, il a des lectures offensives qui sont des lectures offensives qui sont quand même des lectures de joueurs de top niveau parfois, mais c'est peut-être, enfin, c'est pas suffisant pour amener un assez bon plancher offensif à cette équipe. Par où tu commences? Voilà, c'est ça. Surtout que même si, tu vois, même si il tire, c'est vrai qu'il a beaucoup été laissé ouvert, hein, je trouve. Pour un joueur qui était très adroit en 3 sur ses premières saisons, là, il a été laissé ouvert. Alors, c'est vrai qu'il fait 2 saisons à moins de 30% à 3 points consécutifs. Et même là, tu vois, on sent que, enfin, il y a dans son tir, tu vois, le tir, tu vois, le ballon, il part en 2 temps, limite dans ses bras. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler pour lui. Il y a peut-être quelque chose de mental. Dans la mécanique. Voilà, dans la mécanique ou quelque chose à retravailler pour lui. Mais c'est vrai que lui, en tout cas, s'il arrive à développer ou du moins à retrouver ce côté 3 points et que l'équipe retrouve Jalen Suggs, ben oui, tu peux te permettre d'avoir, si le fait d'avoir un shooter en plus, ben ça va déjà beaucoup t'aider plutôt que de devoir aller chercher 2 ou 3 shooters pour pallier aux déficiences de ces 2 joueurs-là. Mais le truc, c'est que, enfin, on va pas résoudre le problème à la place du front office d'Orlando, mais non. À quel point un seul shooter est-il suffisant dans cet effectif? Plus que les shooters, en tout cas, tu vois, le spacing, effectivement, par le passé, on a souvent résumé ça à la notion de shoot. Et d'ailleurs, Penny Bergkamp, on parle Baptiste, ouais, du Baptiste, j'oublie son prénom d'ailleurs. Du Dreamcast Show qu'on embrasse. Du Dreamcast Show qu'on salue, il en parle souvent. Guillaume aussi.
le fait que le spacing n'est pas uniquement une histoire de shoot, pardon, c'est aussi une histoire de disposition, de mouvement De du terrain, géométrie. tu vois, de géométrie du terrain, et au final, tu peux créer du spacing avec des non-shooters. Il faut simplement, entre guillemets, je mets simplement avec de gros guillemets, euh, les mettre en mouvement. En mouvement, Voilà, il faut absolument. les mettre en mouvement et les déployer, faire bouger le terrain pour que voilà, pour que ce soit pas trop statique. Et c'est ça aussi le gros problème d'Orlando. T'as l'impression que, enfin moi en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup d'actions statiques où Absolument. voilà, c'est une passe, un décalage, un shoot quoi. Et on en vient au problème numéro 2 de cet été, au dossier numéro 2, qui est le à quel point Coach Mosley plafonne avec cet effectif, dans cet effectif, avec le matériel qu'il a à disposition, à quel point il paraît inepte depuis 2 saisons à réellement créer du jeu offensif. Certes, Orlando est une super défense, il en est sans doute l'architecte avec ses assistants, mais la pauvreté du jeu offensif d'Orlando et notamment du mouvement, l'incapacité 2 saisons consécutives, Ouais, 82 matchs x 2, ouais, plus 2 séries de playoffs ouais. à créer du mouvement dans une attaque alors que ton matériel ne change quasiment pas. C'est peut-être aussi pour ça, hein. Moi, j'ai un gros vertige là. Je suis fan d'Orlando. Je prends un très gros vertige, quoi. Mais après, enfin, je suis d'accord avec toi, mais après, je me demande à quel Mais, point, voilà, je le me demande. métome. Mais, Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que voilà, la manière de Taylor Jenkins, c'est peut-être un coach qui va arriver sur la saison de la pression la saison prochaine. Ou s'il n'y a pas d'amélioration, il peut potentiellement, même si ça serait surprenant, parce que les coachs sont souvent jugés par rapport aux résultats plus que par rapport à des progressions internes de oui, à joueurs des ou des choses, dynamiques, ouais. bah, plus que des dynamiques. Et en fait, ce qui peut y arriver pour lui, la problématique qu'il y a en tout cas pour lui, hein, il y a zéro arrière, il n'y a pas de joueur dynamique en fait dans cette équipe-là. Il y a zéro arrière dynamique sur lequel tu peux baser quelque chose. Et en Du fait, mouvement, notamment. voilà, notamment sur du mouvement. Et même si, entre guillemets, tu vas avoir peut-être du mouvement loin du ballon entre peut-être Wendell Carter et un autre joueur, mais ce sont tellement pas des menaces de loin que, bah oui, les gars, vous pouvez bouger, mais nous, on se concentre sur le mec qui a le ballon là, quoi. C'est ça, Oui, et on fait des pré-switch, voilà. etc., etc., et tout va bien. C'est ça, puisque au final, quand tu regardes bien dans la façon de défendre Orlando, tu veux que Paolo Banchero prenne un jump shot. C'est ça, à mi-distance. Tu veux qu'il prenne un jump shot. Et en fait, le fait de faire Paolo Banchero prendre un jump shot, c'est une victoire pour la défense. Donc, même si t'as les gars même si tu vas potentiellement laisser des joueurs ouverts, tu sais que ils sont pas en mesure de convertir, donc au final, au bout d'un moment, le ballon ne va plus leur arriver, ou du moins ils vont plus être défendus, donc tu vas surcharger le terrain, boucher les lignes de passe, et même si le joueur est disponible dans le coin, bah, le terrain est tellement Personne ne bouché, pourra aller les le zones de chercher. passe, voilà, on peut pas aller le chercher, tu vas te retrouver sur voilà tes joueurs tu vas te retrouver sur du Wagner et du Banquero justement, qui sont obligés de faire beaucoup d'ISO et de faire beaucoup de jeux arrêtés pour mettre des paniers. C'est là toute la difficulté de cette équation. Et moi, quand je parle de vertige pour cette équipe, je le dis vraiment au premier degré, quoi. Je suis inquiet pour la capacité du front office à trouver des solutions pour que cette attaque, que ce soit avec ou sans coach Mosley, puisse trouver du sens, juste du sens. Parce que là, aujourd'hui, elle en a plus. En fait, elle en a pas. Elle en avait pas la saison dernière et on se posait des problèmes on se posait des questions sur l'efficacité de Paolo Banchero, l'efficacité de Franz Wagner, sa capacité à shooter de loin, etc., etc. Mais aujourd'hui, les problèmes pour moi dépassent ces notions d'efficacité. C'est évidemment une problématique, l'efficacité qui est au centre de la progression de Paolo Banchero, bien Oui, sûr, mais c'est oui, quand même un joueur qui génère des lancers francs. C'est quand même un joueur qui a un arsenal offensif intéressant, qui améliore chaque saison ses lectures et son playmaking. Donc l'efficacité, si elle vient un jour, ce sera absolument fantastique et ça va évidemment être le joueur qui méritait d'être piquant numéro 1 et qui mérite d'avoir un projet sur ses épaules. Clairement. Et en plus, je pense qu'un jour, ce sera un joueur efficace de la même façon qu'Anthony Edwards l'est devenu. Mais Anthony Edwards, on l'a aidé à devenir un joueur efficace. On l'a entouré de joueurs qui ont fait qu'il a pu travailler sur son efficacité, notamment en devenant un driver élite et cette saison en devenant un shooter élite. Paolo Banchero,
Est-ce qu'on l'a entouré de la bonne façon pour qu'il puisse travailler son efficacité? Je n'en suis aujourd'hui pas sûr. Et là où mon vertige intervient, c'est que je ne sais même plus comment Orlando va réussir à trouver des solutions pour faire progresser Paolo Banchero. Et ça, j'avoue que vraiment, ça me terrifie, quoi. Je veux pas être alarmiste, etc., mais je suis terrifié par l'été qui attend Orlando pour la fanbase et les fans d'Orlando et du Magic. Je me dis, les gars, je pense que vous allez encore reprendre une saison à souffrir avec une équipe qui a sa défense qui baisse un peu de qualité et son attaque qui augmente pas tant que ça de qualité, quoi. Après, c'est vrai avec cette équipe-là, il y a justement des choses qui peuvent, entre guillemets, rendre difficile la progression de cet effectif-là, c'est le côté financier. On en a parlé un peu pour Memphis, il va falloir définir ce qu'est le succès pour cette équipe. Et qu'est-ce que le propriétaire est prêt à mettre en face des ambitions qu'il donne au GM et président. Puisqu'on parle d'une équipe qui, aujourd'hui, va pouvoir aller trouver potentiellement du shooting sur la free agency, peut-être en utilisant la taxpayer mid-level, ou sinon en faisant des trades. Mais quand tu regardes bien, c'est une équipe qui est déjà un peu bouchée d'un point de vue salarial au niveau du salary cap, même si bon, ils ont un minimum de flexibilité par rapport au type de team option. Disons comme tu en avais parlé, il y a une team option l'an prochain, Oui. par exemple sur Cole Anthony. Il y a une team option aussi sur comment il s'appelle sur Gary Gary Harris? Harris, pardon. Oui, oui, Gary Harris. Gary Harris ou qui va être en contrat potentiellement finissant. Voilà, donc c'est des choses où ils sont déjà engagés, entre guillemets, ils sont déjà engagés sur pas mal de montants, sachant que Paulo Banchero n'a pas encore signé son extension. C'est-à-dire que là, on est déjà au-dessus du cap, on est limite au niveau de la luxury tax, sachant que le contrat de Franz Wagner va entrer en vigueur, le contrat signé aussi par Jalen Suggs va rentrer en vigueur la saison prochaine. On a le contrat dégressif justement de Isaac qui était le joueur le mieux payé du Magic cette saison, qui va redescendre aussi au niveau salarial. Par contre, on a le côté où l'argent qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, si ils décident d'aller chercher un joueur sur plusieurs saisons, la problématique qu'il y aura, c'est que les années de contrat de ce joueur-là vont aussi être dans les années où ils vont payer potentiellement Paolo Banchero Et Franz Wagner. et Franz Wagner et Jalen Suggs. Et Jalen Suggs. Donc voilà. Donc ça va poser la question de est-ce que tu optes pour de la rétention de valeur ou est-ce que tu blindes tes trois jeunes et tu trouves après autour avec tes pics de draft et tout ça. On n'a pas parlé, par exemple, des cas Anthony Black. On n'a pas parlé de Oui. ces gars-là encore, tu vois. Ouais, c'est Qui vrai. sont en périphérie du projet, des Wendell Carter, qui ont un rôle en tout cas important pour ce projet-là. À l'instant T. À l'instant T, oui. À l'instant T, ouais. Parce que l'été, encore, à mon avis, devrait réserver des surprises. Ou pas, hein, mais je pense que dans le meilleur des scénarios, en tout cas, on va être surpris par ce qui va se passer du côté d'Orlando. Bah, Tom, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que tu vois un autre axe que tu voudrais développer côté Orlando? Peut-être Banchero, justement, Oui, ce qui va être exact. intéressant, Ouais. ce qui va être intéressant justement par rapport à sa prolongation de contrat, est-ce qu'il va, alors je pense qu'il aura à peu près la même chose qu'ils ont proposé à Franz Wagner, c'est-à-dire le contrat max sur 5 ans avec justement les clauses qui lui permettent d'être éligible à la rose rule si jamais c'est-à-dire plutôt qu'avoir une extension qui commence à 25% du cap, avoir une extension qui commence à 30% du cap si il est soit au NBA ou voilà, si il est ou s'il est au NBA ou s'il a une récompense particulière. Donc je pense que ça va être ajouté dans son contrat. Et ce qui va m'intéresser de voir, ce qui va être intéressant, c'est de voir, notamment avec l'explosion du cap à venir, est-ce que c'est un joueur qui va prendre les 5 ans ou est-ce que c'est plus un joueur qui va privilégier un 4+1 pour pouvoir retourner plus tôt sur le marché et s'assurer un nouveau contrat tant qu'il est encore dans la fin de la. Donc ça, c'est quelque chose que je vois. On voit que les front office, notamment dans les marchés comme ça, vont être plutôt sur du 4 ans. Enfin, ils veulent plutôt du 5 ans incompressible. Comme ça, ils savent que voilà, tu es sur contrat à 5 ans. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu regardes bien, si tu es sur du 4+1,
ben, la pression, tu commences à l'avoir dès la deuxième année de Dès contrat. la deuxième année, Voilà, absolument. c'est ça. Absolument. Absolument. Et là, en ayant un contrat sur 5 ans incompressible, tu t'achètes une année supplémentaire dans le projet, ouais. Effectivement. Exactement. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour de la question, Tom. Hmm. Les questions du Orlando Magic finalement sont celles de la saison passée. Je trouve elles s'intensifient juste. Et Et ils ça, ont moins c'est, de moyens. ouais, exactement, ouais. Et ça s'intensifie. Il y a un souffle sur la nuque du front office d'Orlando qui commence vraiment à se faire sentir. Puis je sens aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la fanbase commence aussi peut-être à perdre un peu patience autour Oui. de ce projet. Mais ça va être intéressant à suivre parce que pour le coup, c'est tellement déséquilibré dans le jeu et hors terrain, dans les bureaux, que le rééquilibrage va forcément être passionnant à suivre. Hmm. Donc, on va suivre ça, évidemment, avec Dunk Hebdo. On vous donne rendez-vous pour un prochain post-mortem dans quelques temps, à mon avis, très bientôt même, sans doute avec une autre équipe, Top. Je te souhaite une excellente soirée. On enregistre tardivement. Ça nous arrive beaucoup à Dunk Hebdo. On adore ça, les enregistrements by night. Et puis, on se retrouve très bientôt sur Dunk Hebdo, sur Twitter, dans les commentaires, sur vos réseaux favoris. On vous dit très bonne soirée. Ciao. Salut.